Dear viewers, dear followers, good afternoon. Président Christian Benda-Koka, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Hippolyte, bonjour Emmanuel. Good afternoon Emmanuel. Good afternoon. Comment vous vous portez aujourd'hui, Président, après une semaine camerounaise malheureusement riche en actualité, disons triste? Je me porte bien, mais vous allez voir tout à l'heure que moi personnellement je me porte bien. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le 21 novembre. Ça fait exactement 2 mois. Ça fait exactement 2 mois que mon ami et frère Maurice Kamto et sa famille sont séquestrés et que sont arrêtés de manière arbitraire Foguéalin, Bibou Nissak Olivier et d'autres, que mon grand frère Aben Zongan est en cavale parce que menacé par ce régime d'arrestation. Alors, si je me porte bien, personnellement, mentalement, je dois me battre pour qu'on trouve le moyen d'arrêter cela. Je dis bien parce qu'à un moment donné, tout ça c'est trop facile. On s'habitue à cette espèce de piétinement de la démocratie et des droits humains, des libertés humaines fondamentales. Je dis bien que mon frère et ami Maurice Kamto et sa famille, qui n'a rien à voir dans les histoires politiques, sont séquestrés depuis 2 mois. Aujourd'hui, c'est le 21 novembre. Et que les autres ont été arrêtés de la même manière, de manière arbitraire et détenus illégalement. Et vous allez voir que dans notre pays, nous sommes devenus insensibles à tout cela. Nous manquons d'empathie, nous manquons d'humanité, nous sommes déshumanisés. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on reste silencieux vis-à-vis de cela? Vous allez me poser la question tout à l'heure par rapport au barreau, puisque c'est l'intitulé, c'est l'un des sujets que nous avons développé. Et on va en parler, mais je trouve que c'est inadmissible, Serge, qu'on en soit arrivé à un pays où les gens soient zombifiés, insensibles, manque de dignité, manque d'empathie à ce point. Nous avons effectivement 2 sujets à aborder aujourd'hui, Président. Le premier sera Grand Nord, l'élite a-t-elle trahi ses populations? Grand Northern regions, have the elites betrayed its people? Le deuxième sujet que nous allons traiter s'intitule Liberté, droit et justice au Cameroun, les rendez-vous manqués du barreau. Freedom, Law and Justice in Cameroon, the missed opportunities of the Cameroon Bar Association. What a great program, sir. It's absolutely great and it's absolutely relevant to the current situation of Cameroon. Président, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous livrer à un exercice qui est devenu un des marqueurs de notre talk. Il s'agit de votre réaction à quelques sujets d'actualité retenus par nos followers. La première question du jour nous vient d'un de nos followers qui s'appelle Jacques Poumier, qui voudrait savoir quel est votre sentiment sur les disparitions subites de 2 figures emblématiques des avancées démocratiques en Afrique de l'Ouest, Amadou Toumani Touré et Jerry Rawlings d'une part, et les phases électorales menées tant par Alpha Condé en Guinée-Conakry qu'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'abord, je dois présenter mes condoléances aux familles des 2 illustres disparus, Amadou Toumani Touré et Jerry Rawlings. Je pense que c'est des figures qui marquent le refus du statu quo. C'est-à-dire que quand je vois Jerry Rawlings refuser le statu quo, c'est surtout cela. Vous savez, vous vous souvenez de cette expression de Schumpeter, destruction créatrice, la remise en cause. Destruction créatrice, c'est-à-dire que pour que vous recriez, il faut que vous fassiez disparaître le statu quo. Et malheureusement,
dans nos pays et particulièrement au Cameroun, on s'accommode beaucoup du statu quo. Vous vous accommodez d'un dirigeant depuis 40 ans, même lorsque les forces l'ont abandonné, que c'est devenu manifeste, qu'il ne peut plus diriger le pays, vous vous en accommodez, vous trouvez toutes sortes d'arguties pour justifier cette situation. Et les Jerry Rawlings et Amani Touré représentent pour moi des gens qui ont eu le courage de dire non, qui ont eu l'audace de remettre tout cela en cause. C'est ça qu'ils représentent pour moi. Ils représentent l'audacité de l'espoir, the audacity of hope, the courage to question the status quo, the courage to say no to the current situation, the audacity to actually question the situation and innovate and trying to mobilize people against the status quo. Thank you so much, Mr. President. La deuxième question d'actualité nous ramène au Cameroun, où quelques jours après la présentation du livre blanc du GICAN à M. le Premier ministre et chef du gouvernement, les Camerounais ont appris que ce gouvernement s'apprête à lancer, après le DSCE, une nouvelle stratégie de croissance, cette fois-ci à l'horizon 2030, avec des indicateurs qui laissent dubitatifs quand on connaît l'état des lieux de notre économie. C'est vrai que vous nous avez dit off que nous allons consacrer un programme spécial à cette question, mais est-ce qu'on peut avoir en quelques mots ce que ça vous inspire, l'idée même de faire pour le gouvernement de nous produire une autre stratégie à l'horizon 2030? Merci Serge de soulever ce problème. Il faudrait naturellement qu'on y consacre une émission spéciale, je sais pourquoi. Tout à fait. Il y aurait beaucoup à dire. Mais je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau qui nous porterait à penser que quelque chose de nouveau va naître de ce système? Que quelque chose de nouveau, que ce soit du point de vue des hommes, que ce soit du point de vue des institutions, qui soit de nature à vous rassurer que quelque chose aura changé. Parce que c'est les mêmes institutions politiques qui ont produit la trajectoire ruineuse depuis 40 ans de régression totale du pays dans tous les domaines. Dans le domaine économique, où on a souvent parlé l'appauvrissement, n'est-ce pas? Dans le domaine social, le creusement des inégalités, le manque d'infrastructures, n'est-ce pas? Et tout le reste. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau? Qu'est-ce qu'il nous donne de nouveau pour nous permettre d'espérer à quelque chose qui serait meilleur? Les mêmes hommes, les mêmes institutions, les mêmes pratiques. Et je pense que tout à l'heure, quand nous parlerons du Grand Nord, j'aurai l'occasion de revenir abondamment sur ces questions d'institutions politiques, de la corrélation entre les institutions politiques, n'est-ce pas, et la prospérité, la dynamique de prospérité ou de pauvreté d'un pays. Je ne vois pas, ça c'est un leurre. Ils ont eu le document de croissance, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui n'a rien donné. Dans ce document, le taux de croissance dans le scénario faible était de l'ordre de 6% par an pour espérer sortir de la pauvreté en 2035. Il devait passer, n'est-ce pas, en 2020, et on y est, à 8% pour espérer atteindre le cap de l'émergence en 2035. Ça, ce sont les chiffres. On peine à atteindre 4%. Je dis bien on peine à atteindre 4%. Et je ne sais pas par quel miracle ce système va nous faire un saut qualitatif du point de vue des institutions, du point de vue des hommes, n'est-ce pas, pour passer à 8% de taux de croissance. C'est un leurre. Comme d'habitude, ils confondent, n'est-ce pas, leurs incantations à la réalité. C'est un système fondé essentiellement sur les incantations. Je suis désolé, c'est ce que M. Biya a pensé, qu'il était tellement fort, l'homme-dieu qui n'est pas Dieu, l'homme-dieu qui n'est pas Dieu, on l'a tellement célébré en disant qu'il est le Nongi, on l'a tellement célébré qu'il a vraiment cru qu'il était l'homme-dieu, qu'il n'était pas, n'est-ce pas, pour penser qu'il suffisait qu'il donne des oracles pour que ça se réalise. Et les premières victimes de cette situation sont les gens du Sud, assez paradoxal, où j'ai beaucoup d'amis et de frères au Sud,
parce qu'ils les a trompés, clairement, et il faut qu'ils se réveillent, parce que dans le cadre de ce que je dis, de nouvelles institutions, des gens intelligents, ce sont mes amis, n'est-ce pas, ils vont connaître un développement fulgurant de leur communauté. Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible qu'un système puisse se reposer sur un individu en dépit de talents aussi divers et nombreux qu'il y aurait dans le Sud et qui ont été étouffés. N'est-ce pas, par un système où il y a une sorte de personnification du pouvoir sans contre-pouvoir. C'est ce que je pourrais vous dire. Mais j'espère bien qu'on aura une émission spéciale là-dessus, parce que vous aurez vécu en même temps par rapport au JICAM, quand le JICAM fait son livre blanc, n'est-ce pas, en proposant des réformes économiques. Je pose la question, mais enfin, vous proposez des réformes économiques à des institutions politiques qui les considèrent comme une menace à l'ordre établi, qui les considèrent comme une menace à leurs privilèges du moment. Et naturellement, il s'agit d'un ordre institutionnel qui a le moins intérêt à mettre en application, n'est-ce pas, vos propositions économiques. C'est le premier péché de ce livre blanc. Je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais même pas commencé. Parce que vous ne pouvez pas. J'aurais considéré qu'il y avait une urgence préalable. Et l'urgence préalable aurait été la réforme des institutions politiques. Avant la réforme des institutions économiques, il y a la réforme des institutions politiques. Parce que ce sont les institutions politiques qui créent des incitations pour des institutions économiques fortes ou pour des institutions économiques faibles. Voyez-vous, nous travaillons actuellement, et je reviendrai là-dessus pour le cas du Grand Nord, avec des institutions politiques qui sont des institutions politiques de prédation, c'est-à-dire d'extraction de rente, qui favorisent le parasitisme, qui créent des encouragements, des stimulants pour le parasitisme, n'est-ce pas, pour la paresse, pour vraiment le non-travail, n'est-ce pas, la tromperie. Et vous osez dire dans le document du JICAM que vous voulez lancer une économie entrepreneuriale. Mais une économie entrepreneuriale est fondée sur des valeurs, n'est-ce pas, de travail, des valeurs d'audace, des valeurs de courage, des valeurs de remise en cause, des valeurs d'exploration, dont des valeurs qui sont aux antipodes du système politique actuel. Et vous faites cette espèce d'hérésie d'aller proposer des réformes économiques à des institutions politiques, n'est-ce pas, qui tournent, qui sont motorisées par des valeurs qui sont totalement antinomiques à celles de votre scénario, si j'appelle ça votre scénario, votre vision. Et pourquoi? Parce que M. Biya a fondé tout son système sur deux moteurs, deux vecteurs. D'une part, le tribalisme, n'est-ce pas, et de l'autre, la corruption et l'impunité. C'est ces deux gangrènes qui ont complètement contaminé toute la société sur tous les plans, toutes les élites, et qui continuent à gérer. Il n'y a pas un seul secteur de l'économie qui en soit exclu, comme on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec le barreau et ainsi de suite. Let us now get towards our main topic, sir. We are opening with the first one. Grand Nord regions. Have the elites betrayed its people? Grand Nord, l'élite a-t-elle trahi ses populations? Président, à l'annonce de ce sujet, nous avons eu beaucoup de réactions. Ça, je dois vous le dire. Oui. Et puis, il y a un biais d'humeur qui a retenu notre attention, que je souhaiterais qu'on partage avant que vous n'interveniez. Ce biais est signé d'un journaliste camerounais qui vit en France, M. Abdelaziz Njimba Moundé. Oui. Il écrit « Le Grand Nord a le plus grand nombre de ministres au Cameroun. » Oui. Il dit, puisque l'on définit désormais les Camerounais selon leurs ethnies, tribus et régions, sacrifions donc à l'exercice des statistiques. C'est ça. Ainsi, sur 62 membres du gouvernement Ngouté, l'un des effectifs records remonte, les trois régions du septentrion, soit l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, ont le plus grand contingent, 17, soit 2 de plus que le gouvernement d'Allemagne, 4e puissance mondiale. Un de plus que les 2 régions d'origine du président, le centre et le sud, qui en ont 16,
D'un point de vue politique, cela peut s'expliquer par une distribution des postes en fonction des résultats obtenus par Paul Biya lors des dernières élections présidentielles. Ces régions étant les bastions de l'homme du 6 novembre, ce que Fameux Ndongo désigne pour le sud, socle granitique de Paul Biya, et que l'on appelle fille aînée du renouveau pour l'extrême nord. Les questions que l'on peut donc se poser sont aussi nombreuses que les revendications identitaires régionalistes et ethnico-tribalistes qui jaillissent dans l'opinion et visent à structurer la vie politique. La première, en empruntant aux propos du regretté Charles Ateba Yéné, essaie de savoir pourquoi ceux qui votent massivement Paul Biya sont les parents pauvres du développement. Alors, je crois que c'est Abdelaziz Moundé. Oui, Moundé. Je crois qu'il fait là une remarque, des observations absolument pertinentes, qui nous permettent d'ailleurs d'entrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Oui. Si le Grand Nord, disposant d'autant de ministres, n'est-ce pas, dans les différents gouvernements de Biya, s'il y avait une corrélation entre le nombre d'officiels et de ministres dont vous disposez dans le gouvernement et la dynamique de prospérité ou de pauvreté, n'est-ce pas? Le Nord ne serait pas, de toutes les statistiques que nous avons, le coin le plus pauvre du Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est là où, justement, l'élite du Nord fait une erreur de diagnostic extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque vous observez depuis 40 ans que Biya est au pouvoir, vous avez une trajectoire de régression totale, de régression économique et sociale sur tous les secteurs, d'appauvrissement. Et en fait, le Grand Nord est la première victime de cette régression économique et sociale. L'incidence de pauvreté est la plus forte au Cameroun, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, dans le Grand Nord. C'est-à-dire, assez bizarrement, plus vous montez de la Damaoua vers le nord, vers l'extrême nord, plus l'incidence de pauvreté augmente. Le manque criard d'infrastructures, c'est la même chose. Les inégalités sont les plus criardes toujours au nord. Et vous voyez, depuis près de 2 décennies, pour appuyer les observations d'Abdelaziz Moundé, les élites du Nord passent le temps à revendiquer des positions dans un système institutionnel qui est en fait le système institutionnel que j'appelle de prédation, de rente, et qui n'engendre que la pauvreté, n'est-ce pas, pour le plus grand nombre, et certainement qui ne profite qu'à une petite poignée. C'est pour ça que depuis la première série où je disais politique, histoire des comédies, j'ai voulu qu'une fois pour toutes, vraiment, s'il y a quelque chose que je pourrais laisser, n'est-ce pas, aux autres, à mes jeunes frères et sœurs en héritage, c'est de comprendre que avant les réformes économiques, il y a d'abord les réformes des institutions politiques. Il y a une corrélation forte entre la nature des institutions politiques, la qualité des institutions politiques et la dynamique de prospérité et de pauvreté. Ce que nous savons en économie aujourd'hui, que nous apprenons après 30 ans, n'est-ce pas, que les institutions de Bretton Woods aient professé la libéralisation à outrance et ainsi de suite, ce que nous enseignent ces 30 années-là, c'est, et vous allez voir le prix Nobel d'économie Stiglitz, vous pouvez le voir, il a écrit un livre, que le titre en français c'est La Grande Désillusion, qu'il y avait que les marchés, libéralisés complètement, les marchés avaient des imperfections. Les marchés ne pouvaient pas tourner comme on a pu le penser, n'est-ce pas? Ne pouvaient pas tourner pour le bénéfice de tout le monde. À un moment donné, il y a les plus puissants qui peuvent confisquer les bénéfices du marché. Or, il vous faut avoir un gouvernement qui mette en place des programmes spéciaux pour corriger ces distorsions, les distorsions du marché, les imperfections du marché, pour que ça tourne au bénéfice, n'est-ce pas, de tout le monde. Ils ont compris ça et ils ont vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la globalisation, la globalisation, c'est-à-dire la mondialisation. And what Stiglitz and other people are saying today is that for the market, the liberalization of the market, to be profitable for most of the people, then government has to intervene and to set up some special program for the people. Et c'est parce que
on avait laissé les marchés tourner en pensant que les marchés tournaient toujours de manière correcte et au profit de tout le monde, qu'il y a eu cette espèce d'appauvrissement, n'est-ce pas, des middle class, de la classe moyenne aux États-Unis. Et c'est ça qui a fait de lui le terreau fertile pour l'élection de Trump en 2016. Et malheureusement, c'est ce que les démocrates n'avaient pas vu à ce moment-là. Parce que vous avez eu many swaths of the American society that were abandoned, and you can witness the kind of deindustrialization, une espèce de désindustrialisation dans beaucoup de zones Ohio et ainsi de suite. Et c'est là-dessus que Trump avait surfé. Et aujourd'hui, je pense que les démocrates ont compris la situation, qu'il était nécessaire quelque part, n'est-ce pas, que le gouvernement puisse intervenir pour corriger ces interventions. Et justement, parce que dans le cas de chez nous, nous avons des institutions politiques prédatrices, n'est-ce pas? Elles ne sont pas capables d'intervenir pour le bien du plus grand nombre. Au contraire, leurs interventions, c'est toujours pour renforcer, n'est-ce pas, renforcer les inégalités. Renforcer. Et c'est pour ça que l'observation d'Abdelaziz Moundé est si importante, parce que, après tout, le nom a eu quoi? Le grand nom a eu le Premier ministre. Le Premier ministre. Le grand nom a eu le président de l'Assemblée, là toujours, le président de l'Assemblée nationale, et le Conseil économique et social. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit en fait une déresponsabilisation du grand nom. Ce système où je vous dis souvent, qui est quoi? La personnification du pouvoir. C'est-à-dire que tous les pouvoirs politiques sont concentrés dans les mains d'une seule personne, sans système de contre-pouvoir. Lorsque tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne, sans système de contre-pouvoir, mais Serge, Hippolyte, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que vous déresponsabilisez tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme si les autres n'avaient plus de talent. De faire valoir. C'était de faire valoir. Or, je vous signale que ce qui les intéresse au Grand Nord, et qui est un atout pour le Grand Nord, c'est la population. Mais en même temps, cette population pour eux devient inutile, une fois que les élections sont passées. Or, l'atout du Grand Nord, c'est sa population, et principalement la jeunesse de sa population. On aurait donc dû mettre en place un système qui responsabilise davantage le Grand Nord, qui permet à sa jeunesse d'exprimer ses talents, n'est-ce pas? Et on n'aurait pas eu le résultat que nous avons là. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et de toute façon, on reviendra là-dessus pour voir la similitude avec l'institution judiciaire, avec le barreau et ainsi de suite. C'est en cela que ce que Abdelaziz Moundé soulève n'est pas un sujet marginal. C'est d'abord, vous ne pouvez pas créer des systèmes qui tuent la démocratie, c'est-à-dire qui tuent la vigueur de la population, qui tue l'état de droit, qui tue véritablement l'état de droit. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, sauf à être aveugles devant la situation. Nous sommes en plein dans une dictature qui tue la démocratie, qui tue la règle du droit, qui tue les libertés et les droits fondamentaux, et qui installe l'arbitraire. Et je reviens là-dessus. On vient, on barricade la maison de Maurice Kamto et sa famille de manière totalement arbitraire. You understand? Yeah. I mean, you just put your barricades in front of the house of an individual, Maurice Kamto, and his family, in a very arbitrary manner. You arrest some other people like Alain Foguet, Zambu. Yeah. I forgot Zambu. Zambu, you just kidnapped him in Douala. You arrest people, Olivier, and the other guy, you just arrest them, kidnap them, almost rob them, and bring them to Yaoundé to face the military courts. What is the justification of that? We are living through a dictatorship. But what is strange is that we people, we are getting kind of accommodating with the situation. You know, it's only 2 months. It's only 2 months now. This happened on the 21st of September. And today actually is the 21st of November. It's 2 months. And we tend to forget it because the human mind is so stricken by amnesia. But we should not forget it. We should not forget it
Because the impression that I got is that Cameroon has been so much zombified, dehumanized, that what is happening to others, as we say in French, ça n'arrive qu'aux autres. No. And the writer, this famous writer, the American writer Ernest Hemingway, used to say, when the bell is ringing somewhere, when the knell is ringing somewhere, don't ask for whom is knelling. It's knelling for you. It's knelling for you. C'est ça l'écrivain américain Ernest Hemingway qui écrivait quand sonne le glas. Quand le glas sonne quelque part, quand un homme meurt quelque part, ne demande pas pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Nous, vous êtes ici à Yaoundé, vous vivez bien. Les autres vivent bien à Douala. On tue les gens à Bamenda. On tue les gens à Kumba. Et on tue les gens à Maroua, à l'extrême nord. Et vous faites comme si vous n'êtes pas concernés. C'est ça que Biya a construit. Biya a construit un régime sur la base de division où chacun reste dans son petit village. Et quand quelqu'un meurt à Maroua, quand quelqu'un meurt à Mokolo, quand quelqu'un meurt à Toubro, il ne pose pas la question. Il ne se sent pas concerné. Non. Si nous étions un vrai pays, si Biya avait voulu construire un vrai pays, ce n'est pas ça qu'on aurait vu. On aurait vu un pays où, quand quelqu'un meurt à Mokolo, à Maroua, je me sens vraiment concerné. Quand quelqu'un meurt à Kumba, je me sens concerné. De Ayub Tabé, professeur Wassoum, Fidélis, et ainsi de suite. On les emprisonne. C'est comme si on n'est pas concerné. C'est ça que ça fait. Ça ne dit rien à personne. Quel est ce pays? Ça manque d'empathie. Et il dit qu'il voulait faire quoi? Vous dites un pays, un et indivisible, c'est des formules, c'est des incantations. Dans la pratique quotidienne, ce n'est pas un pays uni, indivisible, puisque les manifestations que vous faites chaque jour montrent que ce n'est pas un pays uni. La violence verbale qui se dégage des propos que j'observe, n'est-ce pas, de ce que les gens écrivent sur leurs autres compatriotes, est simplement un signe prémonitoire que tout cela va se terminer mal si nous n'entreprenons pas, comme nous le faisons, le travail de conscientisation des Camerounais. Parce que ça commence d'abord par la violence verbale. Ensuite, c'est la violence physique. Et notre travail que nous faisons, c'est d'apaiser le cœur. Nous devons apaiser le cœur des Camerounais. Nous devons, nous, n'est-ce pas, dans notre travail, au sein, par exemple, d'Agir Act, amener les Camerounais à comprendre qu'ils appartiennent au même creuset. The sense of belonging. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Bamenda, qui est à Kumba, il needs to really feel this sense of belonging. Is belonging to the same country, to the same fatherland, to the same motherland as you. This is what is missing. Mais ça, c'est le travail du leadership. C'est pour ça que je vous dis, mais que le Cameroun est en crise de leadership. Ne me dites pas n'importe quoi, Biya a échoué. Je vous assure, il a échoué. Si on me parle pour ça, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je sais ce que c'est qu'un leader. Un leader est présent. Sa présence est active. Il doit mobiliser. Il doit rassembler. Il doit apaiser. Et aujourd'hui, on voudrait me montrer une image, que c'est une image qui gère le Cameroun. Mais je demande à mes frères, Famenour, Jacques, à Grégoire Ouna, qui sont mes plus proches, je dis, est-ce qu'ils trouvent ça normal? Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Qu'est-ce qu'ils défendent là? Chacun de nous va mourir. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Chacun de nous va mourir. Mais quel est l'héritage institutionnel que nous allons laisser aux jeunes générations? L'héritage institutionnel que nous laissons là, des institutions prédatrices, des institutions qui opposent les gens, nos compatriotes, nos concitoyens, des institutions fondées sur le tribalisme, d'une part, sur la corruption et l'impunité. Ça, ce n'est pas l'héritage institutionnel que nous devons laisser aux jeunes générations. Et ça, je préfère les indexer directement et leur dire qu'il est temps qu'on se ressaisisse pour qu'on laisse autre chose, n'est-ce pas, aux jeunes générations. Vous savez, si Trump n'avait pas affaire à des institutions fortes, vous pouvez voir ce qui se serait passé aux États-Unis. Et ce n'est pas par hasard que lorsque Obama est parti au Ghana
Obama disait, Africa does not need strong leaders. Africa needs strong institutions. So the urgency of now, the urgency of today is to build inclusive political institutions so that nobody should be excluded for this task. Nobody should be excluded for the growth or any prosperity that we can generate. We need to preclude, we need to kill, we need to finish with a kind of extractive political institution where you only see you only celebrating rent seekers, you're celebrating laziness, you're celebrating parasites, kind of parasites in this system. We need to kill them, we need to finish with this kind of extractive political institution, predatory kind of political institutions. Dans cette actualité du Grand Nord, Président, il y a un fait marquant, celui de l'interdiction par M. le ministre de l'Administration territoriale d'un mouvement qu'il avait préalablement autorisé, le mouvement conduit par M. Guibaï Gatama, qui est journaliste, mouvement qui posait un certain nombre de revendications, parmi lesquelles revoir un peu l'équité dans... Enfin, il essayait un peu de dire qu'on respecte les règles prescrites par l'équilibre régional, etc., etc. Mais, Président, c'est une région qui a quand même produit beaucoup de mémorandums. Mais bien sûr. Mais bien sûr, on revient à la même problématique. Les mémorandums du Grand Nord sont les premiers que moi j'ai connus, c'était en 2003, donc ça fait bien 17 ans, avec les Issa Chiroma et ainsi de suite. Mais tous ces mémorandums, comme je dis, au lieu de remettre en cause le système institutionnel politique, les institutions politiques, pour en finir avec les institutions politiques extractives prédatrices, n'est-ce pas? Les gens faisaient plutôt des revendications d'opposition. Et comme Moundé Abdelaziz le disait tout à l'heure, le Grand Nord a eu des positions. Or, ce qui se passe au niveau de Guibaï, c'est là où vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Lorsque Guibaï vient avec mouvement 10 millions, ça semble faire l'affaire, n'est-ce pas, des tenants du système, c'est-à-dire que le MINAT, n'est-ce pas, parce qu'on pense qu'on peut l'utiliser, on peut prendre Guibaï, on peut l'acheter, si je peux utiliser le terme. Mais maintenant, vous voyez que Kabaye lui monte au nord pour organiser une autre séance de travail avec d'autres, on va un peu dire avec les autres, les conservateurs, les caciques et ainsi de suite. Et du coup, le mouvement de Guibaï, des 10 millions, devient plutôt dérangeant pour les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, devient plutôt dérangeant pour les autres. Et donc, c'est à ce genre de contradiction qu'on arrive. C'est-à-dire, c'est des contradictions à l'interne. C'est-à-dire que si Guibaï, au départ, avait demandé la réforme des institutions, n'est-ce pas, la réforme des institutions, une réforme profonde des institutions politiques, il serait vraiment en harmonie avec ce que je suis en train de dire. Et je ne revendique pas le fait qu'il soit en harmonie avec ce que je suis en train de dire. C'est la réalité. Ce qu'il faut pour que le Nord prospère, pour que les populations du Nord bénéficient de tout ce que nous pouvons avoir comme des potentialités du pays. Regardez, l'économie du Nord est par terre, le tourisme est par terre. Regardez par exemple, M. Biya arrive au pouvoir il y a une quarantaine d'années. Regardez où le chemin de fer s'arrête en Gambie. Là, en 40 ans, il ne peut pas faire monter le chemin de fer ni à Garoua, ni à Maroua, ni au Tchad. Comment vous l'expliquez? Je ne parle pas des autres secteurs, que ce soit vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Sud et ainsi de suite. Au contraire, le chemin de fer se rétrécit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il construit un pouvoir totalement personnifié, centré sur lui-même, des institutions politiques, excusez-moi Serge Hippolyte, le monsieur construit des institutions politiques qui sont à son service, pas au service des populations. C'est ça la grande contradiction des institutions politiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas des institutions politiques qui participent du développement des populations. C'est des institutions politiques qui participent de la célébration d'un individu, qui devient Dieu, qu'il n'est pas, qui se mettent à le célébrer, qui se mettent à lui donner tous les noms, les noms guis, et ainsi de suite. Donc, qui ne sont pas au service des populations. Et vous arrivez à ces contradictions. Donc, ce que
mon petit frère Guibaï devrait faire, c'est de revendiquer la réforme, une réforme profonde des institutions politiques. C'est ça le préalable. Et lorsqu'il y aura une réforme politique des institutions politiques, n'est-ce pas, de manière à ce que le pouvoir politique soit mieux réparti entre le centre, les régions et les communes, je dis mieux réparti. Et ensuite, que les gens qui occupent les postes politiques aient à rendre compte, accountability, et à rendre compte à ceux qui les auront élus, n'est-ce pas? À ce moment-là, ça marchera. On verra des systèmes où les populations participent. Pour le moment, ce que vous avez, c'est des décisions qui sont toujours prises par 2 ou 3 bonshommes au sommet et qu'on impose au reste de la population. Vous n'avez pas l'impression que les populations participent, c'est ça la démocratie. Donc c'est des systèmes en réalité qui ont tué la démocratie. C'est des systèmes qui ont tué la démocratie. Parce qu'un système politique construit de manière que les populations soient exclues du processus décisionnel est un système non démocratique. Premièrement, un système politique construit de manière que vous ne respectiez pas, vous ne protégiez pas, vous ne défendiez pas les libertés et les droits fondamentaux des individus est un système contre la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut bien que les Guibaï puissent défendre quelque chose. Mais il faut qu'on défende ce qu'il faut défendre. Parce que lorsque nous aurons réformé cet héritage qu'on veut nous laisser là, des systèmes institutionnels, politiques institutionnels, fondés sur des individus, au point où le président de l'Assemblée ne sert à rien, au point où le président du Sénat ne sert à rien, au point où les autres élus du Nord, du Grand Nord, ne servent à rien, la même chose pour les autres coins du Cameroun, c'est ça qu'on doit réformer. C'est pour ça que je ne fais pas de revendications de députés, parce que c'est une chambre de résonance, c'est tout. Ça ne sert à rien d'enregistrement, ça ne sert à rien. Il faut mener les vraies batailles. Il faut mener les batailles qui se justifient, des batailles pertinentes. Et je pense que c'est la remarque de fond d'Abdelaziz Mondé. Sinon, vous allez avoir la même chose. Lorsque nous parlerons de l'institution judiciaire, vous verrez que c'est la même chose. Regardez un pays où même les hommes de Dieu ont perdu l'usage de la parole, parce qu'eux aussi ont été contaminés par la gangrène de la corruption. Mais regardez ça, que ce soit les imams, que ce soit les prélats catholiques, que ce soit les pasteurs protestants, n'est-ce pas? Tous, il n'y a aucun secteur qui a été épargné par la gangrène de la corruption. Aucun secteur n'a été épargné. Et par le tribalisme et l'impunité. Aucun secteur. Alors, on soigne le mal, pas par les symptômes. On ne soigne pas le mal par le symptôme. On soigne le mal à la racine. La racine du mal camerounais causé par M. Biya, c'est la corruption et l'impunité d'un côté et le tribalisme de l'autre. C'est ça qu'on doit soigner. Et c'est pour ça que je vous ai souvent dit, Mota, Vamulke, Mepara, Olangena, et ainsi de suite. Dieu donné au Yono, Bekolo Ebe, sont mes frères au nom de la République. Gilles Belinga, Ababa, sont mes frères au nom de la République. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça que nous voulons battre, c'est ça l'idéal que nous voulons construire, une république. Pas une espèce de conglomérat de bantoustans ethniques, où les gens coexisteraient sans jamais se toucher. En fait, ils ne se mélangeraient même pas. Ce n'est pas ça. Nous avons profondément une autre lutte. Et vous devez savoir que moi, c'est ce qui m'habite au niveau, quand je fondais le mouvement Agir Act. C'est-à-dire que avant même tout, il y avait une sorte de changement de mentalité qui devait être notre premier défi. Parce que si on se lance en politique aujourd'hui avec ce genre de travers mentaux, on sera en train de reproduire le RDPC. Si ce que je vois au Cameroun du point de vue de changer les mentalités, vous le savez, quand nous sommes ensemble,
quand nous avons nos discussions à bâton rompu. Vous voyez ce qui m'anime. Je vous dis très ouvertement, de manière transparente, de manière ce que je pense. Et ça me laisse la possibilité de ne pas avoir, je n'ai pas un cerveau embrigadé, je n'ai pas un cerveau avec des sous-entendus, c'est-à-dire je ne vous livre pas ce que je suis, je vous livre ce que je pense, et dans le vrai et dans la sincérité de ma pensée. Et je ne joue pas avec cela. Si je joue, mais je vais me regarder dans le miroir. Et si je joue, si je vous mens, ce problème ce sera entre moi et mon miroir. Si je suis perturbé, n'est-ce pas, je suis tourmenté parce que je vous ai raconté des histoires, ça se passera entre moi et moi-même. Si je manque de sérénité parce que je n'ai pas été vrai avec vous, mais ça se passera entre moi et moi-même. Je n'arriverai pas à bien manger. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, à force d'avoir des gens qui veulent ruser, M. Biya a voulu ruser avec les Camerounais. Tellement voulu ruser qu'il est coincé lui-même aujourd'hui. Il est dans la trappe. Il va s'en sortir comment? Il va s'en sortir comment? Comment vous voulez ruser avec les gens au lieu de penser à eux pour sortir de là? Il a voulu ruser. Il ne s'en sortira pas. Comme ça, ce n'est pas possible. Ça, on peut venir m'arrêter pour ça. Ça, c'est pas... No, I don't care about that. I don't care about that. You just cannot, be so cunning with your own people. You were not elected for that. You did not accept to lead your country just to, play cunning with them. It's not sincere. It's not sincere. Vous allez voir une chose constamment quand, par exemple, la communauté internationale, notamment les États-Unis, lui écrivent pour l'organisation d'un dialogue. It needs to organize a sincere dialogue, a sincere inclusive dialogue. Ils utilisent constamment le terme sincere, un dialogue sincère. Ça veut dire que vous voulez vraiment que ce soit un dialogue où les gens se changent. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à jouer et dire que M. Biya a échoué. Vraiment, il faut le dire, il faut le propager. The man has totally failed, total failure, total failure. If you want to quote me, any one sector where the man has succeeded, I just challenge you. Just quote me one only area where the guy has succeeded. Corruption and tribalism. So fine. You have it, the full mark. Président, dans le Grand Nord, dans le septentrion, d'une part, nous avons une élite prédatrice, et à l'opposé, nous avons une population qui est nombreuse, qui est une source de richesse, et nous avons surtout un gros potentiel économique. C'est à l'économiste que je parle aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour relancer le Grand Nord? Mais vous savez, je vous dis, quand vous faites la corrélation entre les institutions politiques et cette dynamique de prospérité, vous allez voir que ce que les institutions politiques ont fait, c'est de construire une chape de plomb sur les gens. Moi je pense d'ailleurs que dans le cadre du mouvement Agir, nous avons ce genre de séminaire qui est programmé, ce qui m'intéresse, pour relancer les jeunes gens pour l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, pour leur montrer comment ils peuvent créer des affaires, relancer des affaires, ainsi de suite. Mais je vois bien, je connais le potentiel du Grand Nord. Mais quand vous avez des institutions politiques prédatrices, elles ne sont même pas organisées pour permettre l'épanouissement de ce potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je reviens sur le GICAM. On dirait même que même le GICAM, ça tourne pour leur patron. C'est-à-dire que le GICAM, là, vous voyez, c'est les patrons qui sont devant. Mais l'entreprise et la dynamique entrepreneuriale, c'est ce que je leur disais, je ne vais pas dire quelque chose là que je ne leur ai pas dit, mais rassembler, former un vrai mouvement entrepreneurial au Cameroun. Le MEDEF n'est pas en train de défendre le système. Le MEDEF n'est pas en train de se compromettre avec les gouvernants. Quels que soient les gouvernants qui arrivent en France, le MEDEF, lui, sait qu'il doit promouvoir l'entreprise, qu'il doit promouvoir les entrepreneurs, qu'il doit créer des conditions pour que s'expriment les vertus de l'entrepreneur, qui sont la remise en cause
l'audace, l'innovation, le courage. C'est ça les vertus de l'entrepreneur. Si vous ne considérez pas le petit boutiquier qui a commencé un jour à ouvrir sa boutique, la petite maman qui a commencé à vendre le poisson, si vous ne la considérez pas comme un entrepreneur ou une entrepreneur, ça veut dire que vous avez raté le coup. Si vous ne considérez pas la très petite entreprise comme l'embryon de ce que deviendra la grande entreprise de demain, si vous ne la rassemblez pas pour lui donner les moyens de devenir un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est que vous avez raté. Et au nord, il y a une foultitude de jeunes gens. Je vous dis que le grand nom a quelque chose de ça. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse et son potentiel extraordinaire. Moi, quand j'y vais, ça grouille de monde. Mais ça, c'est un atout extraordinaire. Vous croyez que quand Kaba et va là-bas, il s'occupe d'eux, il les voit même. Il ne les voit pas. Vous croyez que les autres élites du Nord, quand ils vont là-bas, ça compte pour eux? Ça ne compte pas pour eux. Mais pourtant, ça compte pour moi. Parce que moi, quand je les vois, comme lorsque je vois mon domestique ici, je me dis, mais il aurait pu être Einstein. Il aurait pu être Mozart. Et qu'est-ce qu'il fallait? C'est de créer des conditions pour qu'il devienne Einstein, pour qu'il devienne Mozart. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, de nous battre pour créer des conditions pour que cette masse de jeunes gens, puisse exprimer véritablement ses talents, puisse se réaliser dans ses talents divers. Et si vous me posez la question de qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est ça qu'il faut faire. Et vous ignorez quelque chose. Vous pensez que Boko Haram est arrivé comment? D'abord, profite de la pauvreté, la misère générale de la population et se dit, ah tiens, ça c'est un terreau fertile. Je peux acheter quelqu'un pour $10. La pauvreté est telle que quand le gars amène $10 à la maison, à sa maman, pour acheter la nourriture, mais on ne se pose même plus la question d'où c'est venu les $10. La maman ne sait même pas que ça c'est devenu un candidat de Boko Haram qui va aller faire qui va aller, et non seulement va se faire harakiri, ou même donc va s'engager dans Boko Haram. Donc, la première cause pour que Boko Haram puisse s'incruster dans un corps, la première cause, c'est la pauvreté. La première cause, c'est la misère. Et comment est-ce que M. Biya, en gérant le Cameroun, n'a pas pu? Parce que son système politique, l'ADN du système politique camerounais est centré sur eux-mêmes, sur leur nombril. It's never centered. Ils sont tellement centrés sur leur nombril. Ils se regardent simplement le nombril, tellement le nombril, qu'ils n'ont même pas le temps de voir ce qui se passe autour d'eux. Toutes ces choses qui sont arrivées au Cameroun, cet appauvrissement général, cette misère généralisée, but it did not come overnight. This was a kind of gradual process. But just because your system, your political system, is so inward-looking, is so never-centered, you just don't realize what is going on around you. It just looks like you live in your own family, but you don't realize what is happening with your brothers and sisters. You don't realize what is happening with your just parents, because you're so geared into your own, you're so selfish, you're so selfish-centered that you don't even look above yourself. You don't just look above yourself. You're so inner-centered that you don't have time, or your own body mechanics does not allow you, does not enable you to look at the other people. Et c'est ça qui est arrivé à ce système. Ce système n'a pas, de par son anatomie, et de par son anatomie, sa physiologie, il n'a pas, comme système politique, la possibilité, n'est-ce pas, de regarder ce qui se passe ailleurs. Il n'a pas la possibilité de regarder les populations. C'est pour ça. Donc, si vous me posez la question de comment faire pour changer les choses, je dis la réforme préalable ce sont les institutions politiques. Et ce qui se passe, c'est pour ça que les élections régionales que vous envisagez là, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. Ça ne sert à rien. C'est la fuite en avant, ça ne sert à rien, puisque les élections régionales, c'est, it's all the same thing. It's all just enhancing the status quo. It's not going to profoundly change the system. It's not going to profoundly change the system. So this is it. Donc pour moi, ceux qui pensent
à ces élections régionales comme susceptibles de résoudre le problème, ils se trompent. They're just, well, you know what? They're just fooling themselves around. It's not going to change anything. It's not going to change anything. Avant d'aborder le deuxième thème, Président, on va prendre une petite respiration, histoire de vous laisser souffler, pour prendre une petite minute. C'est gentil. Le temps de boire un petit verre, voilà, et d'aborder notre deuxième thème. D'accord. Welcome back, Président. Nous allons reprendre, hein, nous nous sommes arrêtés. Quelle belle musique. Ah, très très belle musique, très très beau thème musical. Nous allons prendre le deuxième sujet du jour, Président, intitulé « Liberté, droit et justice au Cameroun, les rendez-vous manqués du barreau. Freedom, Law and Justice in Cameroon, the missed opportunities of the Cameroon Bar Association ». With your permission, sir, just like for the first topic, we would like to share a reaction, the one of a Cameroonian who is just fed up with the current situation. He is called Abel Coates, and has published a post entitled « Le Cameroun est de plus en plus invivable ». Avant de le lire, Président, c'est intitulé « Le Cameroun est de plus en plus invivable ». Ça vous semble excessif? Oh, pas du tout. Pas du tout. Bon, peut-être pour eux, parce qu'il faut vivre avec les gens pour comprendre que ce n'est pas excessif. Donc, ce followers dit, dans sa volonté obsessionnelle à garder coûte que coûte le pouvoir, le régime actuel ne recule désormais devant rien et tous les jours, l'état de non-droit s'accentue. L'appareil judiciaire romain des caciques ne se gêne même plus à piétiner les droits basiques des justiciables. Même les procédures les plus usuelles, de l'interpellation à l'emprisonnement en passant par l'enquête préliminaire et l'inculpation, sont devenues des étapes facultatives qu'on peut choisir soit de ne même pas respecter, soit de mener aux humeurs des donneurs d'ordre dans l'ombre ou même de l'OPJ en face. Et il conclut son propos plus loin en disant que le Cameroun se décompose progressivement sous nos yeux incrédules. Certains justifient cela malheureusement, parfois même des avocats. Ça fait vomir. Président, vous avez la parole après cette triste description de la situation. Ça veut dire que c'est Abel Coates, c'est ça? Abel Coates. Abel Coates. Oui, oui. Ok. Je pense qu'il a parfaitement raison. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, aujourd'hui, 21 novembre, c'est le deuxième mois de la séquestration vraiment arbitraire de Maurice Kamto et sa famille, et l'arrestation et la détention arbitraire d'Alain Foguet, de Zamboué, Pascal Zamboué, de Olivier Bibou, et des autres. Vous voyez? Et la cavale de mon aîné Abel Zongan, parce qu'il redoute simplement qu'on l'arrête, simplement parce qu'il aura marché. Il aura marché. Voilà. Et ça devient un peu comme des règlements de compte. Où est la justice dedans? Où est l'état de droit? Il n'y a pas d'état de droit. Vous voyez? And what he's just saying is that Cameroon is getting in a kind of process of decaying. It's getting rotten. Nous sommes là dans ce que vous savez qu'on appelle un état voyou. C'est les États voyous, les États mafieux qui ont la description comme Côte fait. C'est le règne de l'arbitraire, c'est le règne de la jungle, c'est le règne du non-droit. Ça, c'est, en sciences politiques, c'est des États voyous, c'est des États mafieux. Malheureusement, en abordant le thème des avocats, c'est là où ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que la qualité de l'institution judiciaire, est le premier marqueur de la qualité d'un État. C'est-à-dire que quand vous regardez l'institution judiciaire, sa qualité vous renseigne, comme vous êtes souvent dans vos études. Si vous voulez regarder comme ça, quelle est la qualité d'un État, quand vous cherchez à voir quelle est la qualité d'un État, il faut d'abord commencer par regarder comment fonctionne l'institution judiciaire. Si l'institution judiciaire fonctionne comme il faut, selon les canons normaux, ça respecte le droit, ça respecte le justiciable, ça respecte l'avocat, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est un État qui fonctionne comme il faut. Vous allez voir, vous n'êtes pas tout à fait là-dessus. Mais en même temps,
le dévoiement de l'institution judiciaire est prémonitoire de l'effondrement de l'État. Or, malheureusement, ce qui s'est passé au Cameroun depuis une quarantaine d'années, sinon plus, les avocats étaient aux avant-postes d'observation de la dérive, n'est-ce pas, de l'institution judiciaire. Ils pouvaient l'observer. Et ils pouvaient se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. La dérive de l'institution judiciaire, où il y avait peu le droit était devenu un homme, un individu, la loi était devenue un homme, un individu, c'est-à-dire se traduisant donc au niveau des institutions politiques par la personnification du pouvoir dans les mains d'un individu, sans système de contre-pouvoir, les avocats pouvaient le voir. Lorsque M. Biya dit à un journaliste, à un moment donné, il suffit que, n'est-ce pas, je donne ad nutum, je peux vous dire, n'est-ce pas, donc vous êtes dégagé, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille sur la nature, le dessein totalitaire qu'il avait de l'exercice du pouvoir. Malheureusement, comme toute chose, c'est à ce moment que la résistance aurait dû s'opérer au niveau des avocats. Ils étaient au bon endroit. J'appelle souvent cela, c'est le barreau aurait dû réagir. Le barreau, dans tous les pays qui se respectent, c'est le vigile et le dernier rempart du droit. Face à cette dérive vers la personnification du pouvoir, centrée sur un individu, sans système de contre-pouvoir, le barreau avait deux choix. Soit s'y compromettre, soit résister. Les moteurs du régime de ce système de personnification, de ce processus de personnification étant toujours les deux, ne sortons pas de là. D'une part, la corruption et l'impunité, et de l'autre, le tribalisme. Le barreau devait donc simplement dire deux choix. Ou on s'y compromet et on est avalé, n'est-ce pas? Ou on résiste pour sauver l'État et sauver le pays. On sait ce qui est arrivé. Et ce qui leur arrive à eux-mêmes n'est pas dissociable avec cette compromission. Parce que le droit n'étant plus respecté, on passe là de l'état de droit, soi-disant, à quoi? Au règne du non-droit. Le règne du non-droit, c'est quoi? C'est le règne de la jungle. C'est le règne de la force. Et ce qui se passe dans le tribunal à Douala, c'est l'argument de la force qui prévaut sur l'argument du droit. Vous imaginez, dans ce qui doit représenter justement le symbole du droit et de la justice, on voit plutôt les gendarmes arriver avec des gaz lacrymogènes, avec des gourdins. Mais quand vous vous mettez à taper un avocat, mais c'est tout un symbole. Mais vous voyez des gens avec leur toge, c'est les avocats qui fuient maintenant. C'est-à-dire les avocats sont en train de fuir, de se protéger contre les gendarmes qui sont envoyés pour frapper. En fait, la figure est simplement terrible. Vous vous souvenez lorsque les avocats anglophones s'étaient rebellés, certains de leurs collègues francophones ont commencé à les critiquer. Mais c'était absolument dangereux. Les aînés des avocats qui ont laissé, n'est-ce pas, cette espèce de délitement d'une institution, parce que le barreau est une institution, qui ont laissé le délitement, le dévoiement de cette institution, ils doivent porter une responsabilité extraordinaire. Parce que, en fait, nous ne sommes que des passants. Le souci que nous avons, nous devons avoir, que moi j'ai envers vous, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, le souci que j'ai, c'est que les institutions, quel genre d'organisation c'est même le travail qu'il faut faire. Il n'y a pas un autre travail à faire. Vous m'avez vu me débattre ici pour essayer, si première chose c'est l'organisation. Pour agir, vous me voyez, c'est l'organisation. C'est ça qui me préoccupe. C'est la chose que je peux laisser.
sa chose, on passe. La chose que je peux laisser l'institution. Monsieur Biya, son travail, quand vous allez lui demander, un jour, je lui ai fait une autre, je lui demande, bah, what is the legacy that you're going to leave this country with? Vous ne pouvez pas répondre. L'héritage, ça va être institutionnel. Cet héritage institutionnel qui nous laisse, c'est un système institutionnel extractif, prédateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la même manière, je reviens sur la question d'avocat. Parce que lorsque vous êtes aux avant-postes en observant ce qui se passe, si vous vous taisez, c'est que vous êtes complice. Le mutisme de leurs aînés avocats, était un mutisme. Moi, je ne suis pas sur un ton accusateur, je suis sur un ton analytique. Était un mutisme qui allait les rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Du point de vue analytique. Parce que je sais, dans l'organisation des systèmes, que si vous laissez, et je dis ça dans ce que nous savons, dans System of Knowledge, de manière analytique en termes de management, si vous laissez un système organisationnel être centré sur un individu, c'est proprement dangereux pour la performance de ce système, pour la performance de ces organisations. Parce que désormais, l'organisation ne travaille plus sur des codes, sur des indicateurs professionnels, sur des indicateurs de performance, mais travaille désormais sur une espèce de satrapie qui repose sur un individu. Or, vous voyez aujourd'hui comment le Cameroun même est coincé par cela, avec un chef vieillissant, un chef qui n'a plus toutes ses forces. Vous voyez, au lieu que le système fonctionne sur une organisation vigoureuse, non, tout le monde s'aligne à dire que oui, dès qu'on voit M. Biya apparaître, tout le monde se met à danser, comme si on ne remarquait même plus qu'il n'a plus les moyens de gérer ce pays. Parce que comme je vous dis, je reviens sur les avocats, mais restons sur un chef d'État. Être chef d'État, c'est une activité permanente, c'est une présence active. Et vous voyez qu'il ne peut plus la remplir. Et il faut bien accepter, parce que nous sommes tous des passants. Et pour donc revenir au cas des avocats, le fait qu'on n'ait pas construit, les aînés n'aient pas cherché à construire un barreau fort, parce que c'est une institution, c'est ça qu'on est en train de payer quelque part aujourd'hui avec ce qui s'est passé au niveau des avocats. Parce que le barreau devait renforcer l'avocat. Il n'a pas fait, l'avocat est devenu le parent pauvre du système judiciaire. Parce que les deux moteurs là les ont atteints. Corruption, impunité et tribalisme. Or, les aînés qui avaient la charge de la fondation et de la consolidation, du développement et de la consolidation du barreau auraient dû avoir à cœur de créer une institution forte pour protéger les avocats. Comme je dis, il faut espérer que les jeunes avocats qui essayent de construire une résistance, n'est-ce pas, que leur rang grossisse. Mais lorsque leur rang va grossir, il faudrait qu'ils aient à cœur de fonder un vrai barreau. C'est-à-dire de fonder une institution forte, assise sur les canons qui font qu'une organisation soit forte. Et c'est bien pour ça que Obama disait Africa does not need strong leaders. Africa needs strong institutions. Parce que nous passons. Ce qui reste, c'est les institutions. Or, si vous construisez les institutions pour vous célébrer, je dis pour vous célébrer, c'est-à-dire de construire, agir, acte, pour me célébrer. Mais c'est l'institution elle-même dénaturée. Mon effort doit essentiellement être de construire une institution en sachant que cette institution doit me suivre jusqu'à là. Et en faisant tout pour que le pouvoir, la gestion de cette institution soit passée aux jeunes générations de manière totalement réglementée. N'est-ce pas? Et c'est la préoccupation. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, ce qui est arrivé, voilà ce que m'inspire ce qui est arrivé au barreau et où je peux dire qu'il y a eu pas mal de rendez-vous manqués, n'est-ce pas? Ils ont manqué pas mal de rendez-vous concernant le renforcement de l'institution barreau. C'est ça. Parce que aujourd'hui,
elle devait sortir pour défendre. Quand je prends le cas de la séquestration de Maurice Kamto et de sa famille depuis 2 mois, l'un de leurs confrères, quand je prends les autres que j'ai nommés tout à l'heure, que le barreau reste silencieux, c'est un souci, c'est une grande préoccupation. Quand je prends le cas des violations permanentes des droits et libertés fondamentales, que le barreau reste silencieux, c'est un grand souci. C'est un grand souci. Je vous dis, dans tous les pays du monde qui fonctionnent comme il faut, le barreau est le vigile et le dernier rempart du droit. Quand il reste silencieux face aux abus permanents de droit, au piétinement de la démocratie et des libertés et droits fondamentaux, je suis préoccupé. Il y a un souci. Et j'ose espérer que ce qui va se passer là maintenant, ça va être, ou ce qui vient de se passer et de ce que nous disons ensemble avec les jeunes avocats, les jeunes avocates, il y aura une espèce de wake-up call, un éveil de conscience pour asseoir le barreau, n'est-ce pas, sur des socles qui soient beaucoup moins vacillants, des socles qui soient moins chancelants. C'est ce qu'il faut vraiment souhaiter pour que le barreau joue pleinement son rôle parmi les institutions de la République. Président, il y a quand même eu dans l'histoire du barreau camerounais des bâtonniers qui se sont illustrés par le fait qu'ils aient porté des combats pour la liberté. On va citer le tout premier bâtonnier de l'ordre qui était Fon Gorgi Dinga, qui est dans un autre combat aujourd'hui. Il y a eu Maître Yondo Black, qu'on a vu dans les années 90. Il y a eu Maître Bernard Mouna, qu'on a vu dans les mêmes années 90, qui était quand même aux avant-postes de cette lutte pour la conquête de liberté et pour la préservation des libertés des Camerounais. À votre avis, c'est vrai que vous parlez des 2 marqueurs, mais est-ce que c'est la raison, c'est la seule raison pour laquelle ce barreau s'est dilué? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de conviction qu'il n'y a plus aujourd'hui? Quelle est l'appréciation que vous donnez à ça? En fait, vous voyez, je parle toujours des systèmes et des institutions. Les institutions sont portées par des valeurs. Et les institutions vont, dans notre science du management, les institutions, quand vous voyez les institutions, elles sont portées par des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui vont promouvoir, n'est-ce pas, la pérennité de l'institution. Vous avez cité des gens, des individus qui étaient des individus de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les individus de valeur doivent travailler à créer de bonnes institutions. C'est ça qu'il s'agit. Je vois bien le grand frère Bernard Mouna, paix à son âme, Yondo Black, effectivement. Mais le travail qui devait se faire, c'est mon souci, c'est mon expérience. Eux, ils partent. Ils partent, ne serait-ce que pour des raisons de l'âge, et ainsi de suite. Donc, le travail qu'ils doivent veiller à faire, c'est de créer des institutions fortes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je distingue la valeur des individus à un moment donné, parce que c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup aux hommes messianiques, aux hommes providentiels. Non. Ce qu'il y a, c'est que le travail de notre temps doit toujours être de créer des institutions qui soient à l'épreuve du temps. Si Trump n'avait pas trouvé les institutions américaines qui sont là, mais vous voyez bien les dégâts que ça aurait fait. C'est parce qu'il trouve des institutions qui ont été faites et qui ont été faites par des gens qui n'avaient pas conçu ces institutions à leur service, mais qui avaient conçu ces institutions au bénéfice des Américains et que ces institutions soient à l'épreuve du temps. J'insiste beaucoup sur cet aspect. Vous avez la qualité des gens, mais justement, quand c'est des hommes de qualité, ils doivent travailler, quand c'est des hommes ou des femmes de qualité, ils doivent travailler à mettre en place des institutions. Parce que sinon, tout repose sur la qualité personnelle de ces gens. Mais c'est des passants. C'est pour ça que j'insiste. Sinon, tout repose sur la qualité personnelle de ces gens. Et comme c'est des passants, rien
ne va y faire. Ils passeront, mais comme ils n'auront pas eu à cœur de construire des institutions à l'épreuve du temps, n'est-ce pas? Je sais à un moment donné que, par exemple, Maître Yondo Black a essayé de mobiliser le barreau quand on était en prison. Bon, il n'avait plus la main mise sur le contrôle du barreau. Du haut de son expérience d'aîné, il a voulu le mobiliser, mais il ne pouvait pas. Mais certainement, Bernard Mouna aurait fait la même chose. Mais vous voyez, n'ayant pas assis le barreau sur des institutions, parce que les institutions sont portées par les valeurs, n'est-ce pas? Et les institutions, quand elles sont fortes, elles vont gérer une chose. Elles vont gérer les valeurs, elles vont gérer le processus de sélection des dirigeants des institutions. Les institutions vont gérer le processus d'évaluation des gérants, c'est-à-dire que ceux qui auraient à gérer le barreau auraient eu eux-mêmes à être accountable, à rendre compte de leur gestion. Et si je vous prends aujourd'hui cette chose du point de vue institutionnel, c'est que demandez aux avocats si chaque fois qu'ils ont à changer, n'est-ce pas, de tête de barreau, on demande que ceux d'avant rendent compte, qu'ils soient contrôlés au niveau de leur gestion, pas simplement financière, mais de ce que, quand le gars dit en campagne, il fait bien un programme, il est élu sur la base de ce programme. Au moment où il doit partir, il faut que vous créiez des systèmes qui permettent d'évaluer si ça a été fait, si votre programme a été réalisé. Vous comprenez? Un outil qui permet de réaliser si votre programme a été réalisé. C'est ça les institutions. Et alors, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque l'institution même est créée et que vous créez plutôt le népotisme à l'intérieur du barreau, le clientélisme à l'intérieur du barreau, le tribalisme à l'intérieur du barreau. Dans la science du management, vous êtes en train de créer une satrapie, vous êtes aussi en train de créer une personnification du pouvoir à l'intérieur du barreau. Ce qu'on vient de reprocher à Biya, vous allez le reproduire à l'intérieur du barreau. Et donc, si vous observez en termes analytiques, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui se passe. Malgré le fait que les individus eux-mêmes puissent être bien, peut-être honnêtes, et sincères et tout ça, mais moi, je ne crois pas beaucoup à... Dans le management, on reconnaît la qualité des gens, mais il faut qu'il y ait des institutions, des critères, des diligences qui se font. Voilà. Ben, Président, nous arrivons au terme de notre entretien de ce jour et nous vous disons merci. Nous avons passé en revue 2 sujets brûlants. Vous nous avez apporté un éclairage. Nous rappelons que par rapport à la question économique posée tout à l'heure, qui avait trait à cette nouvelle stratégie de croissance qui était programmée, vous avez promis de faire un talk spécial là-dessus. On va faire un talk spécial là-dessus. D'ailleurs, je dois vous dire par rapport à la question du barreau, une des choses qui aurait été une indication extraordinaire du barreau, c'est de voir une émission de vulgarisation de droit. Ça va être ça d'un barreau, une émission de vulgarisation de droit. Vous voyez, si vous trouvez dans un pays qui n'a pas une vulgarisation de droit, ça, c'est un barreau, c'est une institution. C'est la première chose que le barreau doit veiller à faire. Le droit, tout le monde doit connaître les rudiments du droit, quel que soit le métier qu'on a. Et si j'arrive, en termes d'indicateurs, on me demande d'évaluer la qualité du barreau du Cameroun, je commence d'abord par demander est-ce qu'il y a une émission de vulgarisation du droit ici, au Cameroun, à la télévision. Si je ne la trouve pas, je dis non, là, il y a un souci. Voilà. Merci beaucoup, Président. I wish you a very good end of your weekend. All the same to you. And all the same to you. Thank you so much, Président. Thank you. Merci à nos followers. Merci pour votre fidélité. Prenons rendez-vous pour samedi prochain. Bonne fin de week-end. À bientôt.